Installez-vous confortablement, prenez peut-être une boisson chaude et accordez-vous ce temps pour écouter ce qui va suivre. Je suis médecin, et si j'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui, c'est parce que l'hiver, au-delà de sa beauté mélancolique et de ses paysages blanchis, cache une réalité biologique que nous avons parfois tendance à sous-estimer. Dans notre quotidien moderne, nous pensons que le chauffage et nos vêtements nous protègent de tout, mais pour les organismes les plus fragiles, la chute du mercure est un véritable séisme physiologique. Nous allons explorer ensemble, en profondeur, pourquoi le froid est un défi pour nos aînés et nos enfants, et comment nous pouvons, avec douceur et savoir, traverser cette saison en toute sécurité. Commençons par comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Notre corps est une machine thermique incroyable. Il cherche en permanence à maintenir une température interne de 37 degrés Celsius. Pour y parvenir, il dépense une énergie colossale. Lorsque l'air extérieur se refroidit, le cerveau envoie des signaux d'alerte. Les vaisseaux sanguins situés sous la peau se contractent pour ramener le sang vers les organes vitaux, le cœur, les poumons, le cerveau. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Chez un adulte en pleine santé, ce mécanisme fonctionne à merveille. Mais pour une personne âgée, le tableau est différent. Avec l'âge, la perception du froid s'émousse. Les récepteurs thermiques de la peau sont moins sensibles. Une personne de 80 ans peut se trouver dans une pièce à 16 degrés Celsius sans ressentir l'urgence de se couvrir. C'est là que le danger commence, l'hypothermie silencieuse. Le cœur d'une personne âgée est également mis à rude épreuve. Imaginez une pompe qui doit soudainement pousser un liquide plus épais dans des tuyaux plus étroits. C'est exactement ce qui arrive avec le froid. Le sang devient plus visqueux, la pression artérielle monte et le cœur doit battre plus fort. Pour une personne souffrant déjà d'hypertension ou d'insuffisance cardiaque, l'hiver est la saison de tous les risques. Les statistiques médicales sont formelles. Les accidents vasculaires cérébraux et les infarctus du myocarde connaissent un pic lors des vagues de froid. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réaction mécanique du corps à son environnement. Il est donc crucial, pour nos aînés, de ne pas sortir brusquement d'un intérieur chauffé vers un extérieur gelé sans une transition thermique et surtout, sans protéger l'extrémité, le haut du crâne, les mains et les pieds, qui sont les zones où la déperdition de chaleur est la plus massive. Parlons maintenant de nos tout-petits, ces êtres dont la vie ne fait que commencer. Un nourrisson n'est pas un adulte en réduction, c'est un être dont les systèmes de régulation sont encore en chantier. Un bébé ne possède pas la capacité de frissonner de manière efficace pour produire de la chaleur. Il ne peut pas non plus nous dire « j'ai froid ». Sa seule défense, c'est sa graisse brune, une réserve d'énergie limitée qu'il brûle pour rester au chaud. Mais ce processus consomme énormément d'oxygène et de glucose. Un bébé qui a froid est un bébé qui s'épuise. Sa respiration peut devenir irrégulière, son teint peut devenir marbré, et il peut sombrer dans une léthargie que les parents pourraient confondre avec un sommeil profond. L'air hivernal pose aussi un problème de sécheresse. Pour nos enfants, dont les bronches sont encore étroites et les muqueuses fragiles, l'air froid et sec agit comme un irritant permanent. Le système immunitaire respiratoire, qui dépend d'un tapis de petits cils mobiles et de mucus fluide pour expulser les bactéries, se paralyse sous l'effet du froid. Le mucus s'épaissit, les cils ne battent plus, et les virus, comme celui de la bronchiolite ou de la grippe, trouvent un terrain dégagé pour s'installer. C'est pourquoi l'humidité de nos intérieurs est aussi importante que la température. Un air trop sec à cause d'un chauffage électrique trop fort est l'ennemi des poumons de l'enfant. Mais le danger ne s'arrête pas au virus. L'hiver change nos comportements. Nous restons enfermés, nous calfeutrons les fenêtres, et c'est là qu'apparaît un autre péril pour les familles, le monoxyde de carbone. Ce gaz invisible, inodore, mais mortel, s'échappe des appareils de chauffage mal entretenus ou des conduits obstrués. Pour une personne âgée dont les capacités respiratoires sont diminuées, ou pour un nouveau-né dont le sang capte le monoxyde beaucoup plus vite que celui d'un adulte, l'intoxication peut être fatale avant même qu'on ne s'en aperçoive. L'entretien des chaudières et l'aération quotidienne, même par grand froid, sont des actes médicaux de prévention à part entière. Nous devons aussi aborder la question de la nutrition. En hiver, on a tendance à manger plus lourd, mais mangeons-nous mieux pour nos aînés ? La lutte contre le froid demande des calories de qualité. Une personne âgée qui perd l'appétit en hiver est en danger immédiat. Sans apport énergétique suffisant, son corps ne peut plus chauffer la machine. L'hydratation est tout aussi capitale. On n'a pas soif quand il fait froid, et pourtant, on se déshydrate par la respiration. L'air expiré emporte avec lui de la vapeur d'eau. Une déshydratation, même légère, chez un senior, entraîne une confusion mentale, ce qui augmente le risque de chute ou d'oubli de médicaments. Les chutes, parlons-en.
Le verglas est l'ennemi juré de l'autonomie. Une chute pour une personne de 20 ans est un bleu. Pour une personne de 85 ans, c'est souvent une fracture du col du fémur. Au-delà de la douleur, c'est l'alitement prolongé à l'hôpital qui est dangereux. En hiver, l'alitement favorise les infections pulmonaires. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser. Il faut encourager nos aînés à rester actifs à l'intérieur, à mobiliser leurs articulations, tout en sécurisant l'environnement. Enlever les tapis glissants, installer des barres d'appui, et s'assurer que l'éclairage est suffisant, car la baisse de luminosité hivernale affecte aussi la vue et l'équilibre. Pour nos enfants, la vigilance doit se porter sur le sommeil. On a souvent tendance à trop les couvrir. Un bébé trop couvert dans une chambre trop chauffée court un risque de mort inattendue du nourrisson. La règle d'or est simple, la chambre doit être à 18 ou 19 degrés Celsius, pas plus. On utilise une turbulette adaptée, mais pas de couette, pas d'oreiller, et surtout pas de bonnet à l'intérieur, car c'est par la tête que le bébé régule son excès de chaleur. S'il ne peut pas évacuer la chaleur par la tête, son corps surchauffe. Enfin, il y a la dimension psychologique. L'hiver est long. Le manque de lumière affecte le moral. Or, un moral en berne, c'est un système immunitaire qui s'affaiblit. L'isolement social des personnes âgées en hiver est une réalité médicale. La solitude pèse sur le cœur, au sens propre comme au sens figuré. Prendre le temps d'une visite, d'un appel, c'est aussi un soin. C'est redonner l'envie de prendre soin de soi, de bien manger, de bien se chauffer. Pour conclure ce long échange, je voudrais vous laisser sur une note d'espoir et de responsabilité. Nous ne sommes pas impuissants face à l'hiver. La médecine nous donne les clés, mais c'est l'attention humaine qui fait la différence. Surveillez la couleur des joues des enfants, vérifiez la température de la maison de vos parents, encouragez l'hydratation, aérez les pièces. Ces gestes, mis bout à bout, sont les meilleurs remparts contre les agressions de la saison. L'hiver est une saison de repos pour la nature, faisons en sorte qu'elle reste une saison de sécurité pour ceux que nous aimons. Prenez soin de vous, soyez attentifs aux autres, et n'oubliez jamais que la chaleur la plus efficace reste celle que nous partageons. Merci de m'avoir écouté.